29 mai, la salle Bonham à Réduit accueillit le professeur Alexandra Orion-Caude pour une conférence publique. La réflexion proposée, l'humanité au carrefour des bouleversements scientifiques et éthiques. Cette conférence était une initiative de la Société royale des sciences de Maurice, qui a aussi lancé sa dernière revue. Les progrès en génétique sont pleins de promesses, mais encore faut-il ne pas faire d'erreur de jugement dans ce désir irrépressible de vouloir améliorer l'homme. Jusqu'où modifier, quelles sont les limites de la technologie, l'humanité même est remise en question. La conversation qui suit a pour but d'éclairer l'opinion sur des questions sensibles et fondamentales. Il s'agit de ne plus rester indifférent. Vous sortez d'une conférence donnée au Réduit, au lieu de la recherche scientifique depuis quelques siècles maintenant. En gros, c'est parce que l'homme est à un carrefour entre pousser les recherches et quelle éthique conserver. Il y a des réflexions à faire. Qu'est-ce qui a motivé le besoin de réfléchir sur ce sujet ? Alors, plusieurs choses. D'une part, effectivement, les faits. Que l'homme est, dans sa vie quotidienne est bouleversé par un certain nombre de progrès technologiques qui sont en tout cas énoncés comme progrès. On va dire plutôt des technologies qui bousculent l'homme au point que lorsque je vais vous parler, je vais plutôt sortir mon téléphone portable plutôt que de vous parler, ou chaque chose que nous allons échanger, je vais aller vérifier ce que dit Google sur tel ou tel sujet. Vous voyez comme l'interaction humaine est modifiée, et puis il y a par extension notre quotidien, des voitures sans chauffeur, par extension un système de santé qui devient de plus en plus digitalisé, électronique, par ordinateur. Donc vous êtes un ensemble de données, vous n'êtes plus une personne. Je ne vais plus vous regarder dans les yeux, mais je vais simplement regarder sur mon ordinateur toutes vos données de santé. Donc on est à cette croisée de chemin qui est très intéressante parce qu'évidemment ça pose un certain nombre de défis, de challenges et qui, à mon avis, à Maurice se pose avec une plus grande acuité, un plus grand intérêt pour le monde entier, qui est que je pense que Maurice étant en plein développement sur tous ces aspects-là, n'a pas encore passé le pas d'être tombé dedans et de n'avoir plus aucun recul possible, mais a la possibilité de réfléchir à ces différentes techniques qui lui sont proposées, lesquelles on va faire venir ici, comment on va les implanter pour aller vers l'innovation, comment est-ce qu'on va finalement faire un espèce de back and forth qui aide à ce que l'être humain soit vraiment dans une dimension de progrès, c'est-à-dire que son quotidien s'améliore et ne se dégrade pas. Or, on peut se demander dans quelle mesure un certain nombre de récents dits progrès nous ont vraiment amélioré la situation ou nous ont détérioré dans notre communication. Vous citez comme exemple quelques faits, quelques résultats de la recherche, mais un peu inquiétant quand même quand vous dites qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont congelées leur cerveau en espérant que peut-être on pourra réveiller leur mémoire. Ou qu'on implante des puces qui non seulement révèlent le dossier médical et autre chose, mais en même temps permet de bouger des membres. L'homme physiquement est en train de jouer un peu avec son corps. Vous êtes généticienne, c'est à l'étude ça quand vous étudiez ce domaine, est-ce qu'on a envisagé ce genre de choses ? Alors, l'homme effectivement a développé un certain nombre de techniques qui le mettent à faire de plus en plus d'interfaces avec la machine. Donc tout ce que vous disiez tout à l'heure, des espèces d'implantations dans le cerveau ou de squelette extérieur à votre corps, ça n'est rien d'autre que apporter une prothèse, mais une prothèse, les prothèses sont une aide extraordinaire pour l'homme, mais sauf que cette prothèse, elle a pour particularité d'être connectée. Si elle est connectée, je peux prendre le pouvoir sur vous. Et c'est ça qui est un petit peu dangereux, parce qu'effectivement, à tout moment, il y a cette espèce de prise de pouvoir que peuvent prendre des gens
pas forcément mal intentionnés, comme je l'ai dit dans mon exposé, ça peut être des hackers, ces générations jeunes et spontanées qui s'amusent à hacker et pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans le système. C'est pour ça qu'ils ont hacké des voitures sans chauffeur et que ils ont pu faire sortir de route des voitures. Ça les a amusés terriblement, ça a fait terriblement peur aux gens dans la voiture, mais finalement ce que je viens de vous raconter sur la voiture peut être fait aussi avec une de vos puces internalisée. Donc on voit comment il est urgent d'accompagner le progrès, d'accompagner ces techniques si on veut qu'elles soient éthiques, si on veut qu'elles ne soient pas en train de truster la santé que de very happy few, ceux qui auront la possibilité de s'implanter la petite puce dont vous parlez, qui est implantée chez plusieurs milliers de personnes actuellement en Suède. Donc effectivement, on voit là qu'on a à Maurice la possibilité, avec cette diversité culturelle, de réfléchir mieux que personne sur ces questions qui ne sont pas encore là, qui sont à notre porte si on ouvre la porte, mais qu'on a la possibilité encore d'avoir une réflexion qui est propre au peuple mauricien. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire, c'est un challenge qui est donné au peuple mauricien et qui est très excitant, pourvu que chacun se sente concerné, pourvu que toute personne comprenne qu'en fait, ça n'est pas quelque chose qui arrivera dans un futur très lointain et qui ne concerne que certaines personnes, mais qui concerne leurs enfants, qui concerne eux-mêmes. Et jusqu'où ça va aller tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on peut aller sur Internet, on remplit une sorte de formulaire en ligne, on poste un peu de salive, on a son ADN, et ce qui va révéler ses origines, etc. Et toutes ces données sont stockées en ligne ou dans des nuages, comme on dit, mais après, on ne sait pas trop ce qu'on en fait. Et vous rappeliez dans la conférence que ce qui concerne l'ADN, on a pu décoder, si vous avez pris l'exemple, si ça faisait un livre de 100 pages, on a pu lire la première page, mais pas le reste. Et ça fait flipper un petit peu, ça, de savoir que toutes les données sont dans la nature comme ça et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Un très bon exemple, c'est celui du peuple islandais, où l'État a décidé d'un séquençage systématique de tous les Islandais. Et tout le monde était assez participatif et excité à l'idée de pouvoir mieux connaître ses origines ou mieux connaître éventuellement certaines maladies, jusqu'à ce que le réveil était un peu douloureux, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas propriétaires des données sur leur propre ADN, mais que c'était l'État islandais avait vendu leurs données à une société dont l'État a tué le nom. Donc on voit comment finalement on est comme dépossédé de la molécule la plus intime, qui est celle qui finalement nous donne notre unicité, donne le fait que jamais j'ai rencontré un gars comme vous et jamais vous n'aviez rencontré une personne comme moi. Tout à fait, oui. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est notre patrimoine individuel, et donc on comprend bien que il y a à la fois cette liberté individuelle de dire tiens, si j'allais mettre un petit peu de salive sur un stick et que j'allais connaître mes origines, et ça c'est une liberté inaliénable, c'est une liberté qu'on a, mais aussi de comprendre qu'est-ce que sous-tend le fait de mettre mon ADN à analyser. Ça sous-tend au moins deux choses. D'une part, effectivement, je me désapproprie désormais de mon ADN. Certains passages de mon ADN sont forcément uniques à moi, la combinaison est forcément unique à moi, puisque vous n'aviez jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je n'ai pas encore été cloné. Et vous n'avez pas été encore cloné, ça vous savez à quel point j'en ai aussi parlé, parce que c'est une menace qui est tout à fait terrifiante et tout à fait actuelle. Et donc, il y a ce niveau où, en fait, effectivement, vous êtes comme dépossédé. Bon, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Et puis, l'autre aspect, c'est de se dire, mais finalement, jusqu'à présent, je vivais en pensant que je n'étais pas malade. Et puis, je découvre que je suis mutant pour un certain nombre de gènes et que je risque de devenir malade. Et donc, mon quotidien devient plombé, devient gâché, parce que tout le temps, je me dis, oh, je suis en train de devenir malade. Oh, ça y est, je sens, c'est en train de venir. Et vous voyez comment cette liberté qui est inaliénable, de dire j'ai la possibilité d'aller faire un test. Si on n'informe pas les gens de tout ce que ça peut représenter,
c'est une forme de trahison. C'est-à-dire qu'en fait, ils consomment quelque chose qu'ils n'avaient même pas anticipé. Ils consomment le fait que leur ADN sera désormais dans des ordinateurs sur lesquels ils ont perdu la main. Et l'autre aspect, ils sont amenés à avoir des informations que finalement, ils n'avaient peut-être pas du tout choisi d'avoir. On voit dans tout cela qu'il y a un aspect un peu greedy parce que c'est des grosses machines qui sont derrière. Il y a beaucoup, des milliards de dollars qui sont sans doute en jeu. Dans toute cette histoire, comment protéger l'homme de lui-même ? Vous posez une question douloureuse et c'est finalement l'objet de ma conférence aujourd'hui, ma causerie. C'est que il me semble que pour protéger l'homme de lui-même, comme vous dites, il faut informer déjà tout le monde. D'une façon très large. Je n'ai pas pensé que ces questions sont réservées qu'à des happy few qui comprennent tout et les autres sont des imbéciles qui comprennent rien. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, chacun, et ça, j'ai eu la chance dans ma pratique, dans ma carrière, d'être exposée à des extrémités terribles de la vie et chacun peut contribuer à améliorer l'humanité. Donc, il faut déjà informer beaucoup plus qu'on ne le fait. Deuxièmement, il me semble que ce qui serait intéressant à Maurice, puisqu'on est exposé à tout un tas de questionnements. Il y avait des dames là, vous savez, du comité d'éthique clinique qui me disaient mais il faut absolument que vous nous rejoigniez parce qu'on a des protocoles avec des cellules souches, etc. Évidemment, effectivement, tout cela pose des questions éthiques et donc c'est intéressant de se doter d'un comité qui serait consultatif, comme en France on avait le comité consultatif d'éthique, et c'est-à-dire que les gouvernements, les ministères peuvent nous consulter sur telle ou telle question d'implantation d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle technique, en disant qu'est-ce que vous en pensez, répondez-nous vite ce que vous en pensez, est-ce que c'est éthique par rapport et conforme par rapport à ce qu'on pense être l'homme à Maurice. Et ça, c'est intéressant, c'est que l'homme mauricien, la femme mauricienne, doit se définir lui-même en se disant, mais finalement, c'est ça notre base commune. C'est ça, nous, Maurice. Et c'est ça, nous, Mauriciens. C'est extrêmement intéressant. En même temps, on vante le fait qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, Maurice, c'est dans un monde globalisé. Mais quand on rend disponible toutes ces données les plus intimes à l'universel à travers le virtuel, on risque aussi, vous l'avez souligné, de se disséminer en fait. Enfin, pas seulement le Mauricien, je parle de l'homme comme entité. Et je sens aussi que la généticienne que vous êtes toujours chercheur, vous publiez des documents, que tout en étant extrêmement positive et optimiste, vous êtes à Maurice et c'est pour ça, mais en même temps, par rapport à la professionnelle que vous êtes, il y a un peu d'inquiétude quand même, parce que vous avez vu des dérives, si on peut dire ça comme cela. J'ai l'impression, moi, que vous avez peur de ces scientifiques qui jouent maintenant au Frankenstein et qui s'amusent à composer des choses. Là, on n'est pas dans un film, ça se passe aujourd'hui dans le monde réel. Oui, ça hélas, je l'ai vu dans mes laboratoires, dans mes congrès scientifiques, et c'est quelque chose qu'on a du mal à que la personne qui n'est pas scientifique et qui ne part pas en congrès dans tous ces endroits ne se rend pas vraiment compte. Effectivement, vous le dites justement. Pourquoi le scientifique a un risque de devenir Frankenstein? Uniquement parce qu'il accepte de dégager sa responsabilité sur des comités éthiques. Alors c'est paradoxal, vous allez dire, parce que je dis qu'il faut un comité consultatif d'éthique, mais d'un autre côté, je dis que le scientifique se déresponsabilise. Alors pourquoi? Parce que le scientifique, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien l'état des connaissances dans lequel il est en train de le faire. Et donc, effectivement, il a le devoir moral, l'obligation morale de se poser la question de savoir à quel point il peut aller jusqu'au bout de telle ou telle expérience. Parce que sinon, l'histoire va le reprendre. Parce que sinon, comme il y a eu le procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme et les désordres qui ont causé notamment à des enfants handicapés d'une façon épouvantable, bien tôt ou tard, il y a un réveil. Il y a un moment où ça clique et tout d'un coup, l'histoire regarde
le scientifique comme les autres. Et donc, je pense que voilà, ça c'est la responsabilité du scientifique propre. Vous me parliez de Frankenstein et vous me parliez d'un autre aspect. Vous pouvez Votre pessimisme. Alors, mon pessimisme est un optimisme. Un optimisme pourvu que on tune l'accompagnement de notre progrès sur l'humain tel qu'il souhaite être. Je m'explique. On vient de mettre au point un médicament qui vaut plus de 2 millions de dollars. Eh bien, est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est pas éthique? C'est éthique de mettre au point un médicament sur pied, et finalement, les recherches que je faisais jusqu'à présent pendant plus de 20 ans auraient pu déboucher sur une telle découverte. Mais finalement, je suis pas mécontente d'être venue à Maurice pour orienter différemment mes recherches, parce que pour moi, il y a un vrai problème. On sait très bien qu'un traitement à 2 millions de dollars, personne ne peut se le payer. C'est-à-dire même pas des riches. Il faut des super riches qui pourraient se le payer. Et donc là, on voit comment petit à petit, on est en train, finalement, dans nos laboratoires, de participer à la mise en place d'un système parfaitement injuste, parce que la santé, c'est un droit inaliénable pour chaque personne. Donc il faut arriver à ce minimum. C'est pour ça que je me suis dit, en venant à Maurice, j'ai créé mon institut de recherche Simplissima pour justement faire ce lien, ce pont entre ces méthodes traditionnelles de soigner et la science, parce que les deux vont se nourrir l'une de l'autre. La science a besoin d'expliquer et d'aller un peu plus loin de ces méthodes traditionnelles, ancestrales de soigner. Mais vous voyez comment, et je pense, ce pont va permettre de soigner et les pauvres et les riches, parce qu'à partir du moment où on montre l'efficacité de tel ou tel remède de grand-mère, eh bien tout d'un coup, tout le monde peut l'utiliser, riche comme pauvre, parce que l'efficacité va être démontrée. Voilà. Voilà mon idéal. Je crois que lors de cette conférence, vous avez attiré l'attention sur ces éléments. C'était un peu un wake-up call. Vous avez un peu fait peur à l'auditoire, il me semble. Ça fait réfléchir, ça fera réfléchir ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup de votre temps. On va suivre un peu les développements dans ce domaine, en espérant que l'avenir ne sera pas trop sombre. Oui, merci à vous. Merci beaucoup.